Abonnez-vous. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en direct des locaux de Mediapart. Il est tout juste 10h, on est à l'heure, il n'y a pas de problème technique, c'est incroyable. J'espère que vous voyez mon invité parce que je ne vois pas la caméra en entier. Voilà, le cadrage est un petit peu aléatoire, mais ça c'est avec le chat. Voilà, c'est bon. Non, tout va bien, tout fonctionne, c'est extraordinaire. Bonjour, je vois qu'il y a déjà des gens dans le chat. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je rappelle qu'on est en direct ici de 10h à midi, de 10h à 11h avec notre invité que je vais vous présenter tout à l'heure. Et ensuite, c'est la revue de presse. Vous retrouvez aussi sur cette chaîne ma collègue Anna le lundi à 18h pour les coulisses de Mediapart. Tout ça est bien sûr disponible en replay sur Twitch et un peu plus tard sur YouTube. Je rappelle qu'il n'y a pas de sub, pas de cheers, pas tout ce qu'il y a sur Twitch. Mediapart ne vit que de vos abonnements, comme le rappelle Edoui. Abonnez-vous. Évidemment. Et je crois que c'est à peu près tout. On va pouvoir commencer. Je reçois aujourd'hui Raphaël Garrigos. Salut. Bonjour. Tu es directeur de la rédaction et cofondateur avec Isabelle Robert des Jours, un média de journalisme en ligne indépendant, un journalisme au long cours, depuis 10 ans, parce que c'est vos 10 ans, c'est pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui. Vous avez réalisé, je crois, j'avais noté 345 séries journalistiques, parce que c'est un petit peu votre modèle au jour, c'est que vous faites des reportages au long cours. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce modèle des jours, qu'est-ce qui fait la spécificité de votre média? Et pendant ce temps, je vais afficher un petit peu le site pour que les gens puissent voir. Je pense que beaucoup de monde connaît. Mais j'espère. J'affiche quand même. Et le abonnez-vous, ça vaut d'ailleurs aussi pour les jours. Double abonnez-vous. Abonnez-vous. Je peux t'en enregistrer un pour te garder un, pour varier un peu par rapport à Edoui. Écoute, tu peux l'enregistrer. Les jours, c'est donc un média qui est né en 2016, créé par 9 cofondateurs, en fait, dont effectivement Isabelle Robert. Robert, on prononce la fin. Oui, on prononce la fin. Isabelle Robert, c'est moi. L'idée était de prendre des sujets dans l'actualité, et de plus dans l'actualité, parce que c'est ça qu'on aime, c'est là nous on a été, pour beaucoup, on travaillait à Libération avant, dont on est parti au moment où Libé a été racheté par Patrick Drahi. Et donc on prend des sujets dans l'actualité et on les lâche plus. Et l'idée étant de pallier ce grand reproche qui est fait aux journalistes de papillonner de sujet en sujet et de jamais les approfondir assez. Et nous, on a décidé donc de prendre ces sujets-là, et pour pas que ce soit chiant, en gros, pour pas que ça fasse un dossier, on a décidé de les mettre en scène comme des séries télé, parce que c'est un peu le langage de nos générations, même si on n'est pas tout à fait dans la même. Je pense qu'on regarde tous autant des séries. Et donc, il y a cette idée de prendre des sujets dans l'actu, d'en faire des séries, et chaque article de cette série est un épisode. Il y a une playlist, on le voit, qui est comme un générique pour chaque série, ou presque. Il y a surtout des fiches perso, des personnages qui apparaissent au fil de la lecture, afin de se repérer, d'être super pédago comme ça. Et donc, effectivement, 345, oui, effectivement, ça doit être ça. Ouais. On n'en a pas lancé depuis la dernière fois que j'ai donné ce chiffre encore. Et qui parle vraiment de tout. Il y a tous les sujets. Et quand tu dis c'est au long cours, c'est vraiment au long cours, parce qu'on a des séries qui durent depuis le début des jours, depuis 10 ans en fait, parce que depuis votre création, notamment celle sur Bolloré, je crois que c'est une des premières que vous avez lancée. Dès l'ouverture des jours, on avait un premier épisode de l'Empire, qui est donc cette série qu'on mène sur Vincent Bolloré, qui compte 254 épisodes. 253, je crois. Je crois que le 254e arrive cet après-midi ou ce soir. Et parce que quand on a commencé à créer les jours avec ces 9 cofondateurs, était en train de se mettre en place un truc à Canal+ qui était quasiment normal, un changement de propriétaire, ce qui arrive régulièrement. Et il se trouve qu'à ce moment-là, Isabelle et moi, qui suivions ces sujets à Libération, on n'avait plus de médias. On était en train tous de créer les jours, et ça nous a semblé être un bon moyen d'éprouver notre modèle de série. Et de fait, 253 épisodes et 254 bientôt,
C'est plus une série, là, c'est vraiment c'est les feux de l'amour, c'est une saga, c'est tout ce une que tu saga. veux, mais c'est grâce à Vincent Bolloré, tout ça. C'est grâce à Bolloré et c'est aussi quelque chose qui permet, moi j'ai trouvé ça intéressant parce que vous sortez un livre pour vos 10 ans, on va en reparler, mais en fait ça permet aussi ce format en série d'avoir un retour presque historique en fait sur certains événements maintenant parce qu'on revoit comment on percevait Bolloré à l'époque, on voit que c'était pas du tout pareil, que le danger était peut-être pas aussi Exactement. clair que maintenant et en fait ça permet aussi d'avoir cette longueur de vue qu'on n'a pas forcément dans le journalisme classique. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que, au jour, on nous a souvent un peu, qualifié de slow média, au début. Et alors moi, j'aime pas ça, le slow média, il se trouve. On prend le temps, ça veut pas dire qu'on n'est pas rapide. On n'est pas slow, on est deep, on est profond. Et effectivement, quand, je sais pas, imaginons qu'il se passe une dinguerie avec Cyril Hanouna hélas, ça n'arrive plus trop cette année, maintenant qu'il est passé sur le groupe M6. Mais on peut nous faire un papier en même temps que tout le monde sur je ne sais pas quelle dinguerie il pourrait faire. L'avantage, c'est qu'on a derrière ces 250 épisodes qui vraiment redonnent une mémoire à l'info et qui remettent en contexte l'info du jour et qui expliquent pourquoi est-ce que Cyril Hanouna s'autorise cette dinguerie. Mm. Et c'est vrai que quand on a commencé, effectivement, comme je te disais tout à l'heure, quand on a démarré l'Empire, c'était un gars qui prenait en main un média comme ça arrive souvent, qui vire des gens comme ça arrive souvent. Il y a quand même quelque chose de très bizarre, c'est que c'est Ouais. quand même très violent Ouais. d'emblée. Alors bon, on n'était pas obligé de pleurer forcément sur les gens de Canal+, les hauts dirigeants de Canal+, qui en plus ont eux-mêmes donné les clés de Canal+ à Vincent Bolloré au moment du rachat de D8 qu'ils avaient racheté qui est devenu C8. Mm. Le D8 qui a donc été racheté par Canal+, et ils ont payé Vincent Bolloré en actions Vivendi. Il en fallait pas plus pour qu'il fasse le coucou. Et c'est ce qui était quand même très très intéressant, c'est cette violence-là, des scènes qu'on raconte dans les premiers épisodes des jours, quand il vire séance tenante un tiers des hauts cadres de Canal+, et quand il dit cette phrase que nous on rappelle régulièrement et qui est vraiment fondatrice et qui se répète maintenant de média en média, c'est il dit la terreur fait bouger les gens. Mm. Et c'est vraiment c'est là où c'est super important de raconter, parce que Vincent Bolloré est finalement une espèce de serial killer avec le même procédé, la même même mode façon, opératoire, le hein. même mode opératoire à chaque fois, et qui se répète systématiquement de iTélé en 2016 jusqu'à Prisma Media aujourd'hui. Oui, puis on voit cette violence en fait effectivement qui est déjà là dans la façon dont ils se débarrassent des cadres. Vous le racontez dans le livre. Hein, j'ai mis l'image du livre, ça intéresse des gens aux éditions Rue de l'Échiquier pour vos 10 ans. Je vais mettre le lien d'ailleurs dans le chat si des personnes sont intéressées, mais on aura l'occasion de reparler du livre. Il y a autre chose dans la façon de faire des jours que je trouve intéressante, c'est aussi que vous n'êtes pas organisé. Alors il y a ces obsessions, ces séries au long cours, mais vous n'êtes pas non plus organisé en rubrique. Alors Il y a- ça c'est... Ouais, c'est un choix particulier. Il n'y a pas de rubrique politique, rubrique internationale, ça n'existe pas sur votre site. Pourquoi vous avez fait ce choix? Alors c'est vraiment un choix. Ça nous saoulait en fait les rubriques. Déjà sur le fond, moi j'ai un peu pas souffert, c'est peut-être beaucoup dire, mais j'ai trouvé ça chiant quand je travaillais à Libération. Mmh. Chacun était cantonné à sa rubrique qui correspondait à une rubrique sur le site, à des pages dans le papier. Et chacun était dans son couloir sans pouvoir en changer. Et il y a beaucoup, beaucoup de sujets qui nécessitent d'être transversaux, de passer d'une spécialité à l'autre. Et surtout, on voulait, en lançant les jours, très, très immodestement, un peu redonner ses lettres de noblesse au numérique. Quand on est en 2016, c'est pas évident. Mediapart était déjà un succès, mais quand Mediapart s'est lancé, le site a quand même été l'objet de l'arrivée de tous les confrères. Ils disaient, Internet, ça marchera jamais de toute façon. Mmh. Moi, j'ai vu à Libération une fois où je disais, tiens, on aurait besoin d'une page en plus parce qu'on a un super sujet en plus. Et ils disaient, t'as qu'à le mettre sur le web. Et il y avait l'espèce de petit dépotoir. Ouais, et puis il y avait Qui- cette idée aussi que ça devait pas être payant, que tout devait être accessible, Ouais, voilà. qui De faire payer pour l'info, a c'était posé plein de problèmes à la presse d'ailleurs dans les années 2010, quoi. exactement. Et quand on se lance, effectivement, on est dans un environnement où les sites payants sont rares. Sites payants sans publicité. Et nous, on a choisi de marcher directement dans les traces de Mediapart, ce qui nous semblait le système le plus pur finalement. Ouais, et puis Arrêt sur Image aussi qui avait été assez précurseur là, dans le Exactement. système des abonnements. Et le fait on trouvait que tout ça pour dire finalement que les médias écrits reproduisaient sur le web leur mise en page papier en mettant des rubriques, et c'est ce qu'on a un peu partout
partout aujourd'hui, on a effectivement en haut des rubriques police, justice et tout ce qu'on veut. Nous, ça nous semblait pas pertinent et on a voulu ne partir que des histoires, que du contenu. Alors c'est forcément un peu désarçonnant quand on arrive sur les jours, mais c'est d'où l'importance qu'on accorde à l'image aussi, mais pas de rubrique parce que ça nous intéresse pas. Mais en tant que lecteur, je trouve ça intéressant aussi parce ça appelle aussi à lire des articles qu'on n'aurait pas forcément lus de notre propre chef quand on parcourt un peu le site et on voit une rubrique sur un sujet qui nous aurait peut-être pas forcément intéressé, qui nous aurait peut-être pas forcément attiré au premier coup d'œil, on n'aurait peut-être pas été dans la rubrique du site, mais là, Il y comme a on pas voit de que c'est rubrique. mais justement, s'il y avait une rubrique, on n'y aurait peut-être pas forcément été. Peut-être. Et là, comme on voit que la série, ça peut être aussi intéressant de cliquer. Moi, je fais un peu défiler la page alors que les gens ne voient pas le site, ce qui est pas très pratique. Voilà, là, c'est bon. Mais donc, pour voir un petit peu comment c'est fait, effectivement, on voit les différents articles avec chaque série qui lui est accolée en dessus. C'est ça, Exactement. House of Cards, que j'aime beaucoup. Comme Ouais. on voit l'héritage du jeu de mots de Libé aussi. House of Cards, c'est un jeu de mots qu'on avait. Je crois que c'était Alice Géraud qui a travaillé très longtemps au jour et qui était une des cofondatrices qui avait eu cette idée. Mais on l'a lancé finalement il y a que 2 ans et on attendait d'avoir un mouvement particulier pour pouvoir dégainer le nom de cette série. Et donc la dissolution nous a semblé parfait pour lancer ce House of Cards. C'était effectivement le bon moment. Et autre chose, donc pas de rubrique des séries au long cours, mais aussi un style, j'ai l'impression, un peu particulier, un style peut-être un peu plus littéraire, plus moins descriptif. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, une espèce de façon d'écrire très à hauteur de personnes, peut-être moins sur des questions très administratives, techniques, documents, etc. Ce que vous avez expliqué un peu dans le bouquin, dire recueillir la parole à hauteur d'humain et pas se contenter de dire le pour et le contre et de plier un article comme ça. Oui, c'est vrai. Il y a vraiment cette volonté de sortir de ce qu'on parle souvent des journalistes tautologues, etc., et des experts. Nous, on veut prendre les choses à hauteur d'humain. C'est toujours un peu grandiloquent, mais voir à quoi ça ressemble à hauteur d'humain. Je pense à plusieurs. On avait fait une série, par exemple, qui s'appelait La vie Pôle emploi. Qui était consacrée. On voulait savoir comment se passait le chômage. On a l'impression que le chômage, on entend chaque mois sur France Info, ça monte, ça baisse, sans savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Et avec un petit bruit de fond qui dit en gros, les chômeurs, ils font pas de grands efforts pour chercher du boulot et chez Pôle emploi, ils sont nuls. Et nous, on a choisi de nous installer dans une agence Pôle emploi à Montargis. Alors, je vous passe la galère pour avoir l'autorisation, parce que c'est toujours très compliqué. Et on y passe du temps et on s'aperçoit d'un truc de dingue dans cette série, c'est que, les chômeurs n'arrêtent pas de travailler à chercher du boulot et qu'en face, les gens de Pôle emploi passent toute leur journée et se défoncent pour trouver du travail aux gens. Et il y a cette volonté de prendre comme ça tout par l'humain. Je pense aussi aux migrations dont on fait. C'est vraiment un des sujets phares des jours, plutôt que d'avoir des flèches, des déplacements des cartes ou des déplacements de population. Prendre la migration par les gens nous semble plus crucial et plus intéressant. Plus intéressant et puis vraiment des expériences individuelles aussi et qui peuvent illustrer un phénomène plus large sans forcément être dans les grands chiffres, les grandes analyses économiques ou politiques. N'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions, évidemment, comme d'habitude dans le chat. Je vois que ça se moque d'Alain Minck, mais vous pouvez aussi poser des questions. On se moque d'Alain Minck. Oui, apparemment, Alain Minck avait dit que Mediapart, ça ne marcherait jamais oui. dans le chat. Je crois que c'est pas la seule chose qu'Alain Minck est foiré. Oui, je pense que en termes de prédiction, il y a pas mal de choses qu'on pourrait dire. Ce format des jours en termes au long cours, ça vous permet aussi quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est de multiplier les angles sur le même sujet. Comment en conférence de rédaction vous travaillez avec cette... Est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à quand tu étais par exemple à Libé, dans la façon de travailler, la façon de faire une conférence de rédaction, de choisir ses sujets, de choisir ses angles? Est-ce que ça change quelque chose dans la fabrique de l'information? D'emblée, on a un fonctionnement finalement de rédaction assez normal, avec une conférence de rédaction le matin. On essaie d'éviter de faire trop de réunions, parce que j'ai encore des souvenirs en noir et blanc des réunions interminables et incessantes à Libération. Mais j'espère que ça a changé. Sinon, c'est assez normal. Le truc, c'est quand on a un sujet, il faut se dire est-ce que ça vaut une série, tout bêtement. Alors après, on développe un format un peu plus court parce qu'on aime bien aussi
Des fois, on peut avoir des sujets qui s'enlisent un peu, hein, au bout de 15-20 épisodes, Ouais. on commence à avoir fait le tour. C'est aussi le risque de... Ces séries, on les appelle aussi des obsessions, qui résument un peu la façon, notre état d'esprit. Mais il ne faut pas que la série devienne la seule obsession de celui ou de celle qui l'écrit. Et donc, on a développé un format plus court en 3 épisodes qui font des séries. Il existe aussi des mini-séries de 3 épisodes qui sont plus tendues, c'est souvent intéressant. Et merde, j'ai oublié la question. Je disais, quand on fait des séries oui, de comment on plusieurs décide, épisodes, ouais. forcément, en fait, ça peut aussi inciter à trouver des angles de plus en plus originaux, parce que quand on est au 35e épisode, à un moment, on doit se dire comment je peux traiter de façon encore différente cette série-là, s'il n'y a pas forcément une actu dessus. En plus, ça peut permettre de trouver, je sais pas, des angles un peu inédits sur un sujet. Oui, il y a ça, effectivement, le fait de pouvoir avoir un... Je citais la vie Pôle emploi, la référence à Georges Perec. Il y a vraiment cette volonté, comme l'avait fait Perec avec sa tentative d'épuisement d'un lieu parisien, qui est un livre où il décrit la place Saint-Sulpice à Paris, je crois. Et il l'a décrit entièrement pour l'épuiser, pour D'accord. épuiser la description. Et il y a vraiment cette volonté de faire ça avec les sujets. Pas pour se dire, bon, c'est bon, une fois qu'on aura fait ça, plus personne ne pourra parler d'un sujet tellement on l'aura épuisé. Mais il y a cette envie-là. Et surtout, c'est en suivant un sujet, c'est en s'y installant, et Mediapart le sait parfaitement, qu'on trouve des infos. C'est-à-dire que vous faites un papier sur un sujet, les gens qui sont concernés par ce sujet se disent « Ah ouais, ok, bon, il faut un papier ». Quand ils voient qu'on en fait 10 ou 15, ils disent « Ok, ces gens-là sont sérieux, ils sont installés, on peut leur faire confiance ». Et nous, on l'a vu, on l'a vérifié sur... combien de fois, enfin, ça se vérifie à chaque série, quand on s'installe sur un sujet, qu'on le gratte et qu'on le creuse de plus en plus profondément, on tombe sur des infos. Je me souviens d'un truc sur Vincent Bolloré, encore une fois, et l'Empire. Dès qu'on a commencé à travailler là-dessus, on nous a parlé d'une vidéo des Guignols que Vincent Bolloré aurait fait tourner. C'était devenu une légende urbaine. Les gens nous en parlaient, les gens nous la décrivaient sans jamais nous la montrer. Et puis il est arrivé, je sais plus je crois que ça s'appelle la vidéo, le sketch qui tue, un truc comme ça. Si tu le cherches. La vidéo qui tue, moi ça a fonctionné. Bolloré et Guignol, la vidéo qui tue, je me souviens de ça, vous avez sorti le sketch inédit que Bolloré avait commandé au Guignol, qui est là d'ailleurs. Exactement, et ça on le publie en 2019 je crois, alors que ça faisait 3-4 ans qu'on nous parlait de cette vidéo. Mais il y a une fois quelqu'un qui s'est dit bon bah cette vidéo je vais leur filer, et on a pu la montrer, et elle est incroyable, et elle est toujours d'actualité parce qu'elle raconte un Vincent Bolloré qui interrompt une fête à Canal+, où tout le monde est en train de sniffer joyeusement de la cocaïne, de fumer des pétards et de boire du champagne. Ils font une fête parce que c'est lundi, je crois, dans le truc. Et c'est ce sketch-là qui résume tout à fait la façon de faire de Vincent Bolloré. Encore Je regarde si on peut le voir, parce que c'est celui-là, hein, je pense que c'est ça. Si les gens n'ont peut-être pas vu, parce qu'effectivement, je me souviens que ça avait fait très plaisir à un ami à moi qui s'appelle Hugo Amizet, qui a une chaîne YouTube qui fait grand fan des Guignols. Il avait adoré cette ressortie, parce que lui, je pense que tous les créatrices et créateurs de contenu, youtubeurs un peu vulgaires, vont avoir Hugo Amizet qui a une connaissance encyclopédique des Guignols et qui connaît absolument toutes les vidéos. Il avait été, je crois, très content de voir que ce truc existait. Moi je pense que ça peut être sympa de le voir, ça fait un petit retour. En plus, ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur l'aspect limite historique de retour sur le Bolloré des débuts. Et voir que ce sketch est très intéressant. Alors il est très mauvais en tant que sketch des Guignols, mais il est très intéressant à regarder. En plus, ça dure moins de 4 minutes, donc je pense qu'on peut regarder et commenter. En plus, ça permettra de voir si vous entendez le bureau. Bonsoir. Je pense que vous l'entendez pas. Là, je pense que vous entendez. Ah non, mais c'est déjà dans le. Vous l'entendez en double sinon. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fête rien de spécial. C'est une fête Canal. Avant-hier, on a fait une fête parce qu'on n'avait pas fait de fête depuis la veille. D'ailleurs, demain, il y a aussi une fête, hein, parce que j'ai enfin trouvé mon stylo plume. Il y a 45 ans, le facteur de presse. Là, c'est l'idée que Canal, il faisait rien, il faisait que s'amuser. C'est le DJ asiatique. C'est quoi le chiffre là qui grimpe? C'est les nouveaux Vas-y, abonnés. vas-y. Le DJ asiatique qu'on aperçoit figure Renaud Levan Kim, qui était à l'époque le producteur
le producteur de Nulle part, pas de Nulle part ailleurs, je ne sais plus comment s'appelait l'émission au clair maintenant à l'époque, et qui Ouais. était que Le Vincent Grand- Bolloré ne portait pas dans son Le Grand pays. Journal. Oui, c'était le Grand Journal. Le Grand pardon, Journal, Nulle ouais. part ailleurs. Mais oui, en fait, c'est vraiment, je viens mettre de l'ordre dans ce truc où les gens se droguent, ils font la Exactement. fête tout le temps, ils travaillent pas, quoi. C'est assez gros sabot, quoi. Bonnet, Non, ça c'est le nombre de bouteilles de champagne qui descendent. ils font ça tous les soirs. Oui, et au déjeuner aussi. Quoi pour le nouveau patron? Ouais, on a l'habitude, hein. J'en ai vu défiler des patrons, moi. Celui-là, il a l'air coriace, hein. Et si on disait qu'ils veulent arrêter les guignols? Et tous ces indices nous amènent à penser que c'est la fin des guignols. Dis-moi, Christina, sois sincère. Tu me trouves un gars? Non, mon chéri, tu es juste vintage. Si ça se trouve, tu reviendras à la mode dans 20 ans. Bon, vieux. T'as quand même fait 5 quinquennats, hein? T'es le Mobutu de l'info. Je fais des efforts, hein. Je me suis acheté une tablette tactile. Tablette tactile. Moi, plus personne dit ça. Tiens, par exemple, c'est quoi le dernier album que t'as téléchargé? La semaine dernière, j'ai trouvé un 33 tours de Jean Ferrat dans une brocante. Brocante? Jean Ferrat? 33 tours, je vais peut-être te choquer, mais tu me fais penser à Balladur. Ton problème, c'est que tu passes pas les frontières. Tout le monde est devenu international. Et alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Une sextape? Les sextapes, c'est déjà ringard. On veut de la high-tech, de la pop culture, du Snapchat. Même avec maman, se Skype le week-end. Ok, j'ai compris. Je peux en faire un petit dernier quand même? Bah, oui. Nous sommes en 2015 et vous regardiez l'ancêtre du journalisme. Ah, ciao, bonsoir. Le micro. Ouais, je disais, on va arrêter là. Mais le sketch, c'est très long, c'est vraiment. Mais c'est très cynique, hein. Tu vois Ah oui, que c'est incroyable. ouais, le fait qu'ils disent. J'ai essayé de régler un peu la luminosité de la caméra parce que les gens se plaignaient, mais c'est encore pire qu'avant, donc c'est pas grave. La boîte, mais c'est extrêmement cynique et on voit qu'en fait il avait annoncé simplement la fin des Guignols et ça, tu disais que c'est seulement parce que vous faites des articles au long cours qu'une source vous a fait suffisamment confiance pour, Voilà. pour vous donner ça. Mm. Et c'est ce que permet le format, en série. le format obsessionnel. Le format obsessionnel, le format. Par exemple, c'est un des grands reproches qui a été fait à Mediapart de feuilletonner. Mm. On dit à Mediapart, oui, en fait, vous feuilletonnez, vous avez des trucs sous le coude et vous les dealer, j'allais dire. Vous les distribuez Vous les petit à distillez. petit. Vous les distillez, voilà. C'est un peu mieux que dealer, pardon. Ça évite reproche absurde, évidemment, et nous, on l'a assumé. Et effectivement, on se rend compte de à chaque série qu'on peut faire. On a des remontées comme ça d'infos, de gens qui nous font confiance et ça, c'est dans chaque sujet, on s'en aperçoit. Vous avez aussi fait une série au long cours. D'ailleurs, il y a un article qui est sorti il y a quelques heures. Là, c'était hier soir hein, sur une série au long cours sur le RN, Oui. avec notamment le travail de Pierre Bafoil qu'on avait reçu ici. Je vais essayer de remettre le site. Voilà. Là, vous avez fait un article récemment sur 3 mois de mairie RN, 3 mois de bâillons et d'intimidation, hein, sur un premier bilan déjà des multiples maires RN qui ont été élus aux dernières municipales. C'est important ça de garder l'extrême droite dans le radar, de continuer ce travail sur le Rassemblement national, sur ces fameuses brebis galeuses, de montrer un petit peu la réalité des coulisses de ce parti. Ah bah oui, c'est effectivement crucial. Donc on a lancé cette série qui s'appelle la RN, la dernière marche. Et on en est à la 2e saison, la 3e arrive à la rentrée. Et il y a cette volonté de garder ce parti sous surveillance alors qu'en permanence on nous dit ouais mais le RN on n'a pas essayé. Justement là sur les municipales on a essayé. Pierre Bafoil est allé faire ce tour des mairies RN qui montrent à chaque fois on tape dans le budget de la culture, dans les choses faciles à faire, on diffuse éventuellement Maréchal nous voilà dans les haut-parleurs publics. Surtout, on sabre dans les subventions. On voit, il y a eu des subventions du planning familial supprimées. Je ne sais plus où c'était maintenant. Oui, mais comme une 60aine de mairies, mais en fait, on voit que
dans la plupart de ces mairies, en fait, il y a des événements de censure, de suppression de subventions, d'intimidation. En fait, on voit la réalité du pouvoir très vite. En fait. Exactement, oui. À quoi ça ressemble sur un pouvoir, le RN sur un pouvoir local si, pour ceux qui se disent on n'a pas essayé, ben, essayons pour voir. Oui, c'est ça. Et ça, c'est ce que vous faites aussi avec le travail aussi sur les groupes Facebook. Et on voit qu'il y a cette réalité-là maintenant aussi de distance entre le discours public du RN et puis aussi ce que peuvent écrire, ce qui n'existait pas il y a encore une vingtaine d'années, ce que peuvent écrire les élus du RN, en fait, dans ce qu'ils estiment être plus privé peut-être sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Ça, c'est un truc que vous suivez beaucoup aussi. Oui, effectivement, Pierre Vafoile a beaucoup travaillé et travaille beaucoup sur cette question des traces, des traces numériques que laissent les députés et d'ailleurs des apprentis maires aussi du RN avec ça répond vraiment à la stratégie ce qu'on appelle la stratégie de la cravate, de la notabilisation à laquelle joue le RN depuis un moment en disant on est présentable, on est sérieux, etc. Et on voit que derrière ces mêmes personnes sont sur des groupes Facebook officiels, officiels ou pas d'ailleurs, officiels, quand je dis officiel, c'est officiel ORN, officiel ou pas, mais qui se retrouvent dans des groupes Facebook où se déversent des tombereaux d'insultes, on en a récolté déjà un bon petit paquet, et qu'ils ne signalent pas, auxquels ils ne réagissent pas, alors qu'ils en ont le devoir, ils ont le devoir de signaler. De signaler tout ce qu'ils voient, et après bon ils disent on n'y était pas, ou alors ils suppriment leur message. Évidemment on avait tout, ils suppriment toutes leurs traces, évidemment on les avait toutes gardées, et on n'a pas de, et moi je trouve ça important de mettre en exergue ces comportements-là face à la notabilisation du RN. On a une question du chat, je vais prendre une question du chat. Thomas80 qui demande est-ce que vous faites des articles qui prennent un peu de recul sur les différentes séries d'articles pour avoir un point de vue sur les tendances que cela montre, des analyses sur le long terme? Non. Non, ce qui est intéressant dans cette question, en revanche, c'est vraiment la démarche qu'on a eue sur le livre, finalement. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, on s'est retrouvés avec cette idée de lancer un livre, et on a fait cette réunion, je me souviens, avec François Meurice et Lucille Sourdès et Isabelle Roberts. François et Lucille sont deux de nos éditeurs, et Isabelle, notre présidente. Et donc des gens qui avaient vraiment la mémoire des jours depuis le début. Et on se retrouve donc face à 350 articles en se disant, voilà, on va en faire un livre, et ce livre va faire 200 pages. Et c'est l'enfer. Mais en fait, on s'est aperçu que c'est comme ça qu'on a monté le livre. On s'est aperçu que on a un peu fait exprès quand même dès le début, mais on s'est aperçu que malgré tout, ces 350 séries dessinaient une dizaine de thématiques qu'on avait lancées dès le début des jours, et qui nous semblent aujourd'hui cruciales. Enfin, quand on s'est lancé, il y avait 2-3 députés RN à l'Assemblée. Il y en a un petit peu plus aujourd'hui. On voit ce changement-là. Quand on s'est lancé en 2016, je ne sais même pas si le terme de VSS était déjà aussi employé qu'il l'est aujourd'hui. Et ça fait partie des thématiques. C'est comme ça qu'on a voulu dégager on a construit cette analyse finalement à travers ce livre qui montre nos lignes de force, qui, je crois et j'ai l'impression, rejoignent ceux du débat public d'aujourd'hui. Le livre est construit comme ça. Il y a un article un peu qui résume un petit peu votre travail autour d'une thématique. Voilà. C'est ce que tu demandais en fait, Thomas 80, l'article de ce type est dans le livre, mais pas sur le site. Ensuite, il y a un article épisode emblématique d'une série que vous avez publié, et après quelques petites brèves avec des éléments aussi que vous avez révélés, que vous avez contribué à révéler, des informations sur d'autres articles. Et on retrouve aussi des photos, enfin plein de choses dans ce livre. Est-ce que tu peux raconter un petit peu comment c'est né? Donc ça vient de l'anniversaire des 10 ans, c'était pour marquer le coup. Mais il y a aussi une idée de présenter un peu votre travail aussi. Hein. Oui, parce que alors déjà pour nous c'était revenir au papier. Alors on a fait déjà plusieurs livres qui ont été adaptés de séries. Là il s'agissait vraiment de créer quelque chose d'inédit. Et les gens avaient envie un peu de toucher les jours, finalement. Alors que nous, on est totalement numérique. Les gens avaient envie de le toucher, de pouvoir en avoir un petit bout chez eux. Donc, on s'est dit, lançons-nous sur un livre. On ne voulait pas non plus faire la compile des jours, quelque chose qui ne s'adresserait qu'à nos abonnés.
Et il y avait cette volonté donc de faire découvrir aussi. C'est pour ça que je crois qu'on a 60% finalement d'inédits dans ce livre, Mm. avec 10 thématiques. Donc Bolloré, les violences, les VSS, d'autres sujets, les faits divers, qui est un sujet qu'on aime beaucoup, pour ce qu'ils disent de la société, les migrations, donc sujet très important pour nous, l'environnement, etc. Et à chaque fois, on a un épisode emblématique d'une série. En l'occurrence, pour Bolloré, c'est La terreur fait bouger les gens, qui est le 2 ou 3e ou 6e, je sais Oui, plus qui maintenant. raconte justement ce qu'on disait en début de l'émission, le limogeage de ces cadres de Voilà. Canal de façon extrêmement violente. Mais justement, il y a ce retour-là juste avant, en lisant l'article. Et on a fait à côté, pour accompagner ça, une saga, effectivement, pour réinscrire cet épisode-là dans la conquête médiatique de Vincent Bolloré. Et c'est ce qu'on fait sur chacun des thèmes, pour à la fois donner envie de découvrir les jours, et aux gens qui sont déjà abonnés de de replacer la lecture dans un contexte plus large, et avec effectivement ces formats de brèves qu'on a, où on essaie de les faire aussi un peu marrantes, parce qu'il y a aussi un côté des fois un peu léger au jour qu'on aime bien. Oui. Et aussi mettre en avant d'autres formes de journalisme, parce qu'on a aussi vos photojournalistes qui Ouais. participent au livre, hein, mais pas qu'en avant du travail écrit. Il y a aussi de la photo, c'était aussi quelque chose d'important dès le départ. Pareil, ça faisait partie vraiment c'était non négociable au jour d'emblée. Il fallait de la photo, il en fallait beaucoup, parce que alors encore une fois, on vient pas de nulle part, on vient de Libération, où il y a cette forte culture de la photo. Mais nous, on l'a poussé encore plus loin, sur chaque article, on a 4 photos, je crois, je suis pas sûr que beaucoup de sites en fassent autant. Mm. Et c'est parfois des photos d'agences ou d'agences photo indépendantes. Et c'est comme sur ces photos-là. Et c'est parce qu'on n'a pas pris d'abonnement à l'AFP, Oui. parce que ça ne semblait pas utile. Ou alors, et plus souvent, on crée des couples de rédacteurs et de photographes, Mm. qui vont ensemble finalement enquêter, ensemble raconter une histoire, l'un à l'écrit, l'autre en photo. C'est vraiment cette volonté très forte de mettre en avant la photo, et de jouer aussi avec la photo, parce qu'on a des photos classiques, on va dire, et on a des sujets, par exemple, sur le RN, on fait pas mal de montage. Je pense que vous en faites aussi. Ou alors là, on a ce petit gif qui nous montre une mairie RN avant-après. Hop, Oui. quelle est la différence? Eh bien, il n'y a plus de drapeau européen. Ah oui, je n'avais même pas vu. Et Il c'est fait le plus jeu. sombre. Et après, il y a aussi, on joue aussi beaucoup des images dans des séries, encore une fois comme l'Empire, pardon, où on a très peu d'images. Vincent Bolloré est quelqu'un qui sort peu, Mm. et ce qui se passe aussi à l'écran, ce qui se passe dans l'Empire se passe souvent à l'écran, et donc on va jouer avec les images. Exemple Xenia Fedorova, là on a créé un gif qui nous montre, qui joue avec ça, et qui dit, je pense, en plus quelque chose de l'histoire. Et puis après, on n'a pas eu, je crois, des fois, on a des plaintes de nos lecteurs qui nous disent qu'on va leur déclencher des crises d'épilepsie, mais là, ça allait encore. Il n'y a pas de flash lumineux, je suis pas sûr que ça suffise. Et ce que j'aime bien aussi sur la façon de présenter vos articles, c'est qu'il y a des petites notes aussi des notes de côté de page, on pourrait dire, qui donnent des précisions. Alors, des renvois vers d'autres articles, ça se fait beaucoup, mais il y a aussi des précisions sur éventuellement des noms. On peut cliquer sur les noms, ça renvoie vers une fiche. Il y a des informations sur d'autres articles. Il n'y a pas besoin forcément de cliquer sur le lien. Il y a plein d'infos aussi supplémentaires de l'article. Ça vient d'où cette idée de mise en page assez originale? Oui, on en est assez fiers. Elle est là depuis le début. Et, il y a cette volonté ça ressemble finalement un peu à un encadré dans la presse classique. Nous, il y a la volonté de rajouter une petite info qui alourdirait peut-être le papier principal. Là, par exemple, on évoque dans l'article sur Xenia Fedorova, on évoque ses soucis avec Emmanuel Macron dans le papier. Ça renvoie à quelque chose qui développe un peu plus, nous disant quel est effectivement le souci entre Macron et Fedorova. Et puis ça renvoie à des enquêtes à nous, des enquêtes d'autres, et toujours la volonté aussi d'être très pédago.
C'est-à-dire Mmh. que quand on parle, ça paraît peut-être évident comme ça, mais quand on parle d'une loi, on met la loi sur des fois, c'est aussi des textes qui sont pas forcément faciles à trouver. Les lois, ça va, mais sur des, je sais pas, la convention de CNews sur le site de l'Arcom, Oui. elle est plus simple à trouver sur le site des jours que sur le site de l'Arcom. Ça renvoie à des textes, aux textes importants, et le lecteur comme ça se fait sa propre idée. Nous, on a un peu cette idée, comme avec la viande, de la traçabilité de l'information. On revient au départ, et pour que les gens se fassent eux-mêmes leur idée, et puis après, à chaque fois, on rend à César ce qui est à César, plus effectivement toutes les fiches personnages qui apparaissent au fil de la lecture, sur desktop comme sur appli d'ailleurs, et qui sont les personnages de chaque série. Ça, c'est encore une fois cette façon d'être dans le profond et dans le pédago. Au fait, c'est qui Éric Zemmour? Bon, on s'en souvient un petit peu, mais bon, ça nous rappelle à chaque fois qui est ce bonhomme, qui est le N+1, comme on l'a appelé, de l'Empire Bolloré. Ce qui fait que même sans rubrique et même alors que c'est un épisode qui fait partie d'une longue série, en fait, l'article, on peut lire que cet article-là et avoir une compréhension assez large des enjeux avec ses notes de bas de page et avec ses fiches qui sont derrière. Bah, j'espère. En tout cas, nous, on veut surtout pas que les gens arrivent au 254e épisode de l'Empire et se disent merde, putain, il va falloir que je lise le 253 avant pour comprendre. Non, on fait pas ça. Il faut que chaque papier se comprenne en lui-même, et tout cet appareillage éditorial autour le permet, plus un truc que vous faites aussi, ou je sais plus si vous le faites encore maintenant. On a un résumé au début des papiers, ou là vous faites plus systématiquement. Alors, je sais pas exactement, Euh, ça se fait à chaque fois. Alors, un résumé de Ouais. l'article au début. Alors, il y a de plus en plus de médias qui le font. Je sais pas à chaque fois pour les articles Mediapart, mais parfois il y a l'article audio aussi qui se fait beaucoup maintenant. Ouais. Alors nous, effectivement, on a au début de chaque papier les 3 points qui sont réservés. C'est une fonction réservée uniquement aux abonnés d'ailleurs, hein, parce que c'est pas pour les gens qui sont pas encore abonnés. Ça permet aux abonnés de leur donner envie de lire ce papier, Ouais. et j'espère du moins, et à ceux qui n'ont pas le temps de savoir de quoi ils parlent. Et je crois que 20 minutes fait ça d'ailleurs. Mm. Maintenant. C'est un petit peu ce modèle-là. Mais effectivement, là, on voit les 3 points. Alors, ça spoil l'article, mais si vous voulez lire, C'est les spoilers. c'est les spoilers. Si vous voulez lire rapidement. Et évidemment, c'est l'article. fait à la main. Mm. On pourrait, des fois, on a pu avoir la tentation de se dire regardons ce que ça donne avec ChatGPT. Et on n'a pas envie de mettre le doigt là-dedans sur ce genre de choses-là. Bah, écoute, évidemment, on le fait pas. Transition toute trouvée, puisque Incroyable. puisque vous mettez aussi en avant beaucoup vos éditrices, ce que font pas systématiquement les médias. Hein. Ouais, la personne qui a édité l'article est Ouais. toujours indiquée. Et il se trouve que hier, il y avait un mouvement de grève dans la profession, avec Exactement. notamment des enjeux autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Est-ce que mettre en avant le boulot d'éditrice et d'éditeur, c'est aussi un moyen de montrer qu'il y a de l'humain au-delà de juste, entre guillemets, l'écriture de l'article? Il y a aussi la relecture, il y a aussi une question de forme qui est extrêmement importante et que les gens souvent ne voient pas. C'est un peu un métier de l'ombre. Exactement. C'est vraiment, nous, on avait cette volonté, et même au tout début des jours, on avait pensé à ajouter en plus relu par. Enfin, on avait tout un tas de. On avait, je crois, 2 ou 3 catégories en plus de gens qui intervenaient sur un papier. Il y a cette volonté de montrer qu'un papier, ça se fait pas tout seul déjà, Mm. et encore une fois, volonté de transparence pour afficher comment sont qui est intervenu, et de dire qu'un papier, c'est toute une équipe qui y participe, et voilà, c'est cette volonté. Là, on a donc les auteurs, en l'occurrence nous, la personne qui a fait l'illustration et la photo, avec à chaque fois ça renvoie sur l'affiche, plus édité par la personne en question qui intervient sur le papier au même titre que le rédacteur ou la personne de la photo. C'est quoi un peu le boulot d'éditrice pour expliquer un peu aux gens qui ne connaîtraient pas? Alors, le boulot d'éditeur ou d'éditrice ou de secrétaire de rédaction, ça dépend les termes qui sont employés. C'est les gens qui, une fois qu'ils ont récupéré un papier qui a été relu par la direction de la rédaction, le mettent en forme, en gros. C'est eux qui vont installer chacun des liens sur ce qu'on voit là, qui vont
aussi relire, faire tout ce qui est typo, encore des choses auxquelles on est très attaché. On a voulu vraiment apporter l'excellence du papier sur le numérique, avec un soin vraiment apporté non seulement à l'écriture, mais à À la forme, ouais. à la forme et à la typographie, qui vont ensuite, si tu descends un peu, ce sont eux qui vont mettre ce qu'on appelle les exergues ou les C'est-à-dire, citations. donc, c'est ça, des citations Ça, c'est une en exergue. avant. Ou des citations quand il y en a et qui revérifient toute l'écriture toute l'écriture des papiers, qui vérifient l'orthographe, des choses comme ça, et qui, in fine, font la titraille de chaque papier, qui est aussi assez importante chez nous. C'est un boulot qui n'est pas si répandu que ça dans les rédactions Oui. web. Et c'est un boulot qui est un peu aussi en perte de vitesse. Parce que traditionnellement, il y avait toujours des secrétaires de rédaction et j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. Et en plus, t'en parlais juste avant, un métier qui est aussi mis en danger par l'utilisation de certaines IA génératives. Les gens peuvent se dire, bah, je suis juste à mettre mon article dans le chat GPT puis il va corriger tout seul, quoi. Il peut le faire. Mm. On peut le faire. Et là, je crois que c'est le groupe Ebra, me semble-t-il, ou les journaux Oui. de l'Est et qui met en place du secrétariat de rédaction, donc de l'édition des Oui, articles. c'est ça, par, 300 à 400 postes supprimés sur fond de recours à l'IA, nous dit l'Humanité. Voilà, pour mettre de l'IA à la place. Mm. Comment vous positionnez, vous, par rapport à ça vous avez vu le mouvement de grève qui parle à la fois de concentration des médias. Bon, évidemment, le fait d'être un média indépendant, ça protège de cet écueil, mais aussi de recours à l'IA de plus en plus dans le journalisme qui est encouragé par certaines directions, hein, pour dire, bah, de toute façon, si on fait une brève, il n'y a pas besoin de faire écrire par un humain. Les correspondants de presse, on peut les remplacer par des IA pour des comptes rendus de conseils municipaux. C'est des choses que j'ai lues sur le groupe Ebra. Comment tu vois ça, toi, pour l'IA? Disons que ça nous... je pense au grand texte qu'a fait il y a 2-3 semaines le patron du New York Times, Sulzberger, sur l'IA, qui était un texte super qui donnait un peu envie de se jeter par la fenêtre, mais qui racontait l'immense galère l'immense sauce dans laquelle sont les médias. L'IA nous met un coup de pied au cul de tout le monde, finalement, au sens où ça veut dire qu'il faut que ça nous oblige à être meilleurs, enfin à faire ce qu'on devrait faire, en gros, hein, à pas être paresseux, à pas faire de bâtonnage d'AFP, parce que ça, effectivement, le bâtonnage d'AFP, ça veut dire prendre une dépêche AFP à laquelle tous les médias, enfin pas nous, ni vous d'ailleurs, je crois, qui sont abonnés à l'AFP, reçoivent des dépêches AFP sur, je sais pas, il se passe un tremblement de terre quelque part. On reçoit chaque média reçoit une dépêche AFP et va la mettre sur son site immédiatement. Et c'est comme ça que vous retrouvez plein de papiers, Libération avec AFP, Le Monde avec AFP, etc., qui sont les mêmes papiers finalement à quelque chose près, qui sont les mêmes papiers d'un média à l'autre, et deux médias qui ont des lignes éditoriales bien différentes. Oui. Et il y a cette espèce de copier-coller insupportable, je trouve, qui vaut pour le texte, qui vaut aussi pour la photo. C'est ces choses-là, une IA peut très bien les faire. La valeur ajoutée d'un papier, ça va être de l'information, ça va être de l'enquête, ça va être du reportage. L'IA ne va pas aller en Iran. On n'est pas de journalistes, peu de journalistes occidentaux non plus, mais bon, l'IA ne va pas aller chercher la vidéo des Guignols. C'est vraiment, ça nous oblige à être meilleurs, ce qu'on devrait faire en permanence. Mais là, c'est vrai que l'IA presse derrière, puisque d'un point de vue d'écriture, finalement, l'IA peut tout faire. Il faut après s'en servir de manière intelligente. C'est un outil. Nous, il faudrait certainement qu'on mette en avant un truc réalisé sans IA ou une espèce de Nutri-Score de l'information qu'on va remettre sur... Politis fait ça, j'ai vu, ils ont une petite pastille avec marqué c'est humain, je crois, c'est l'édito de Rokhaya Diallo. Ah oui. J'ai essayé de retrouver ça parce qu'effectivement, alors il y a Zanassi qui dit ça de façon très claire. Il dit, disons que l'IA permet plutôt de détecter les médias qui s'en foutent de l'information. Oui. Plutôt que de dire voilà, les dangers de l'IA, c'est en fait ceux qui l'utilisent de certaines façons. On peut voir ceux qui ont plus ou moins de scrupules à l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Ah oui, c'est tout à fait ça, quoi. Oui, c'est quoi la pastille de Politis? Ah oui, contenu rédigé par un humain, certifié from humans. Sur le site, je vous le montre, les gens, parce que il y a plus de chat plus qu'un mien, voilà.
Voilà, il y a la petite pastille là, contenu rédigé par un Ah humain. ouais, ok, c'est incompréhensible. Et je sais ce pas si c'est une logo-là. vraie certification. Ah oui, c'est une vraie certification. Ah ouais. C'est un label de provenance humaine, vous informant que le contenu que vous livrez est produit par un être humain et non par une intelligence artificielle générative. Ok. Après, faut pas. Après, nous, on peut s'en servir sur la retranscription d'interview, par exemple. On gagne quand même un temps phénoménal quand on Oui. passe 1 heure et demie à interroger une personne et qu'on faisait ça à la main. La retranscription, c'est insupportable. Hmm. Faire ça avec de l'IA en 5 minutes plutôt que de passer 1 heure et demie dessus, c'est quand même très bien. Ou des choses pas de recherche, mais de classement. Enfin, j'étais en train de m'en servir, moi, il y a quelques temps, où j'avais un long document où j'avais besoin d'identifier toutes les personnes qui étaient citées dans ce truc-là et d'en faire un tableur, et il me l'a fait automatiquement. Donc, Hmm. ça, on s'en sert. Sur l'écriture, non, on le fera jamais. Tous nos articles doivent avoir une plus-value. On avait déjà cette envie d'être dans la plus-value avant l'IA. C'est-à-dire que nous, il y a des infos que vous ne trouverez pas sur les jours. Et si vous ne les trouvez pas sur les jours, c'est qu'on n'a pas trouvé notre plus-value. Hmm. Quand je sais pas, quand Brigitte Bardot meurt, par exemple, on n'a pas fait de nécro de Brigitte Bardot, pas parce qu'on s'en foutait, moi aussi, peut-être un peu aussi, mais bon, mais parce qu'on n'avait pas quelque chose de plus intelligent à dire. Hmm. Quand Jacques Chirac meurt, il y a un de nos journalistes qui s'appelle Antoine Guiral, qui était au jour à l'époque, qui lui nous avait raconté, parce que la mort de Chirac était un peu annoncée, mais lui, il a suivi Chirac de l'intérieur. Il a été embedded, en gros, auprès de Jacques Chirac quand il travaillait à Libération. Et donc, il nous a fait une nécro d'un journaliste embedded en Chiraki, qui était quelque chose qui était unique dans la couverture de la mort de Chirac. On avait quelque chose à dire en plus, donc c'est ça qui nous intéressait. L'idée d'avoir une voix singulière. Et c'est intéressant aussi que la façon dont tu parles de l'IA, parce qu'on a eu la même discussion en live cette semaine. Et effectivement, on disait que pour les tâches répétitives et fastidieuses, ça peut être très utile, que ce soit pour une retranscription, pour retrouver un extrait d'une vidéo de 3 heures en lisant le texte. Effectivement, il y a des utilisations qui peuvent totalement se comprendre, mais le souci qu'on a, c'est vraiment la multiplication des rédactions parfois d'articles avec l'IA, voire des articles pas uniquement relus, mais parfois des articles entièrement rédigés avec, et même des sites créés par IA avec uniquement des articles créés par IA dessus. Donc, voilà. Mais comme disait Zanassi, effectivement, ça permet plutôt de repérer les personnes qui ont quelque chose à faire de l'information plutôt qu'autre chose. Tout à fait vrai. Tu as évoqué l'Iran tout à l'heure, et je trouve ça intéressant aussi de dire que, alors il n'y a pas de rubrique, mais vous faites beaucoup d'international, même s'il n'y a pas une rubrique internationale en tant que telle. C'est pas uniquement de la politique en France, parce qu'on a beaucoup parlé de ça, mais il y a aussi une ouverture sur le monde. Là, vous avez parlé de l'Iran, vous avez une série Iran, la déflagration, qui en est à son 9e épisode. Comment vous fonctionnez avec ça? Est-ce que vous avez des correspondants? Est-ce que vous avez des personnes qui sont spécialisées dans un pays? Comment vous avez construit un petit peu votre travail sur l'international? L'international, c'est la galère. Ouais. Parce que quand il se passe un événement tel que l'invasion de l'Ukraine par la Russie, donc la guerre menée par Israël et les États-Unis contre l'Iran, on se retrouve un peu comme tout le monde, finalement, médias indés, petits médias ou gros, à savoir, on n'a pas grand monde sur place. On n'est pas comme le New York Times, qui a 70 personnes en Ukraine, je crois. Oui. 70 personnes, c'est juste 5 fois la rédaction des jours, par exemple. Il faut, si on décide de se lancer, c'est aussi parce qu'on sait qu'on va avoir des gens. Mais ces séries internationales qu'on fait, elles se font, encore une fois, quand on trouve qu'on a quelque chose à dire, ou alors parce que il y a des choses qui sont vraiment trop incontournables pour pas les faire. Et ça, pour nous, c'est pas possible. Alors, ça dépend comment on va les prendre. Sur l'Iran, on a fait appel à plusieurs personnes. Sur l'Ukraine, on prend des biais. Pardon, on prend des biais où on trouve des gens petit à petit qui vont revenir régulièrement. On a aussi une série qui s'appelle This is America, qui est écrite par Corentin Célin, qui est un spécialiste de la politique américaine, qui, vu que les 3/4 des conflits internationaux, il y a les États-Unis dedans, nous permet comme ça d'avoir cette analyse un peu par le côté. Mais il faudrait pouvoir avoir à chaque fois une personne sur place pour
pour garantir cette promesse-là. Et autant qu'on fait, on le peut. Mais on va pas avoir un papier qui va être, tiens, une espèce de résumé de l'actu international, de l'actu qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans le conflit en Iran? On va faire un papier si on a un angle, si on a une personne pour le faire et quelqu'un sur place si possible. Mmh, mmh. Ouais, on approche de la fin, mais pas totalement. Donc, je propose, pour terminer, de parler un petit peu des projets, éventuellement des jours, de la situation aujourd'hui du média. Où est-ce que vous en êtes? Comment vous financez? Est-ce que vous êtes à l'équilibre? Voilà, toutes ces questions-là un peu économiques quelle est votre situation aujourd'hui? On est dans une situation assez paradoxale parce qu'en fait, les jours sont à l'équilibre depuis 2020. C'est-à-dire qu'on a atteint l'équilibre financier 4 ans après notre naissance, ce qui est quand même un bel exploit parce Mmh. que je connais assez peu de médias à l'équilibre. Le JDD, par exemple, perd 7 millions d'euros par an. On est à l'équilibre avec une dizaine de milliers d'abonnés. Qui nous permettent donc, parce qu'on ne vit donc que de nos abonnements, on ne vit que du journalisme, on n'a pas d'activité connexe du Mmh. genre, on réalise pas des sites en marque blanche pour des marques, on fait pas de, il n'y a pas de. Beaucoup de médias qui font de la formation, par Oui, il y a exemple, beaucoup de ce genre de médias qui font choses. de la formation par ailleurs et qui sont finalement, il y a le journalisme devient une danseuse financée par d'autres activités. Nous, toute part que on ne vit que du journalisme et donc on ne vit que de nos abonnés. Et ça veut dire que nous, on peut pas perdre 7 millions d'euros parce on trouvera pas 7 millions d'euros pour se remettre à l'équilibre. Nous, on vit que des abonnés exactement comme Mediapart. Alors vous avez un bon petit matelas d'abonnés par rapport à nous, mais ça veut dire que le jour où les abonnés s'en vont, non, c'est pas un bon exemple. Le jour où les abonnés s'en vont, c'est-à-dire qu'il faut effectivement qu'on ne vive que de nos abonnés, que les gens comprennent que l'information, c'est aussi ce dont on parlait tout à l'heure sur le fait de mettre en avant chacun des ouvriers d'un papier. L'information payante, l'information se paye, l'information qui a une plus-value, l'information originale, bien écrite, bien mise en scène, ça se paye. Et nous, il faut qu'on se développe encore plus. Il faut qu'on entende parler de nous ailleurs et dans les autres médias afin que les gens se disent ça a l'air vraiment super ce site, abonnons-nous. Et voilà, c'est les gens qui ont soif de récits aussi, d'une écriture particulière, qui viennent nous voir aussi. Mmh. Oui, bah, il y a vraiment une spécificité, un côté particulier, au jour, hein. Il y a vraiment je trouve, un ton et une forme qu'on trouve nulle part ailleurs, en tout cas. Et vous avez une offre, ça tombe bien, pour vos 10 ans. Peut-être en parler, combien ça coûte, comment 49 s'abonner? € la première année, incroyable. Voilà. C'est pas cher, c'est effectivement l'offre qu'on fait pour nos 10 ans. 49 € pour un an, c'est quand même pas cher. Ça fait combien de... Normalement, il faut convertir en café ou en demi. C'est 49, ça fait 4 demi. Ouais. Ça doit être ça. Ça dépend où. Ça dépend. Et nous, on a besoin, enfin, c'est pas, on est à l'équilibre, donc ça va, mais on veut surtout pas rester juste avec une ou deux narines en dehors de l'eau. Mmh. On veut pouvoir se développer, on veut pouvoir en fait satisfaire la curiosité permanente qu'on a, où on se dit, tiens, super idée de série, mais on n'a pas l'argent pour la faire, c'est dommage. Il faut qu'on puisse remplir cette curiosité qu'on a tous les jours de lancer de nouvelles séries. Mmh. Des projets éventuellement, dans d'autres formats, des nouvelles séries qui pourraient arriver prochainement? Qu'est-ce nous arrive là une série adaptée du livre de Geoffrey Le Guilcher, Les Deux Mégots, D'accord. qui est paru il y a pas longtemps aux éditions de La Goutte d'Or, où Geoffrey démontre une erreur judiciaire. Mmh. Et là, on a fait affaire avec La Goutte d'Or, comme on le fait quelquefois, pour republier tout l'été ce livre-là qu'on a découpé en épisodes pour en faire une série. Ça sera cet été. Ça va être passionnant avec un dispositif graphique assez drôle à base de puzzle, mais je peux pas en dire plus. On va avoir aussi cet été, on fait chaque été, c'est certainement une idée. C'est un peu l'été de la presse. Nous, on a chaque été une saga musicale.
que nous fait Sofian Fanen, qui est chez nous un grand spécialiste de la musique, tant au niveau du contenu que du contenant, puisqu'il enquête beaucoup sur l'industrie de la musique et qu'il est un des rares à le faire. Et là, il nous fait une série cet été sur Rosalia. Sur la chanteuse espagnole Rosalia qu'il adore. Il nous avait fait des choses sur Amy Winehouse, sur David Guetta l'an dernier, ou alors effectivement une enquête sur le groupe irlandais de rap Nicap. Et là, il nous fait Rosalia, et pour tout vous dire, pour vous montrer comment c'est le journalisme au jour, là, il est actuellement à Barcelone en train d'enquêter sur Rosalia, parce que Rosalia, comme Bolloré, tout ça mérite de l'enquête, et c'est ce qu'on fait. Et Sofian est parti sur place pour enquêter. Peut-être qu'il aurait pu le faire, il aurait pu rester à son bureau, mais c'est pas comme ça qu'on reçoit le journalisme au jour. Eh ben, merci beaucoup. Merci aussi au chat d'avoir participé. N'hésitez pas, si vous voulez aller voir sur le site des jours, je vous ai envoyé un lien dans le chat juste au-dessus pour l'abonnement, mais vous pouvez aller voir un petit peu, explorer le site, explorer les différentes obsessions, les différentes enquêtes au long cours. Merci à toutes et à tous. Donc nous, comme d'habitude, on se retrouve dans 5 minutes pour la revue de presse, sauf si vous êtes sur YouTube. La vidéo va se terminer bientôt. Mais merci beaucoup, Raphaël Garrigos. Je rappelle que tu es directeur de la rédaction des Jours et tu es cofondateur de ce média indépendant d'investigation, ce média d'obsession. Merci à toi d'être venu dans l'émission. Et nous, on se retrouve dans 5 petites minutes après ça. Et au revoir YouTube, comme dit Xizo. Et à tout de suite pour les autres. Petite pause et à tout de suite.